Téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à notre rendez-vous de chaque jeudi en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie sur votre chaîne préférée Canal Algérie. Bien sûr, on est le 2 octobre 2025 et nous allons vous accompagner pendant 1h30 de 8h à 9h30. Restez avec nous, vous serez agréablement surpris avec tous les plateaux que nous vous réservons et je vous retrouve juste après ce jingle. Et l'invité de cette matinale, en effet, ce sont deux invités. J'ai l'honneur de recevoir à mes côtés professeur Messafer ainsi que Madame Biara, justement pour parler du mois d'octobre rose. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, professeur. Pour parler d'Octobre Rose, on parle forcément de sensibilisation, de dépistage précoce et tout ce qui en suit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette occasion d'Octobre Rose, dont on profite justement pour sensibiliser et donner une bouffée d'air et de positivité justement à tous nos malades cancéreux? Tout d'abord, je remercie le Canal Algérie pour cette invitation. Merci à vous. Et c'est un honneur pour nous. Alors, pour le mois d'octobre, c'est devenu une coutume que toutes les professionnels de la santé se mobilisent pour cette action qui est basée, cette tâche qui est basée sur la sensibilisation et le dépistage précoce, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt. Alors, tout le personnel, que ce soit du corps féminin ou masculin, se mobilise pour sensibiliser la population féminine de façon générale, et puis pour certains cas où le dépistage il devrait être précoce, parce que vu l'intérêt de ces deux actions, l'intérêt dans le diagnostic précoce, et puis aussi dans la prise en charge, parce que tant qu'on commence tôt, plus les résultats seront favorables. Plus on le détecte à temps. Et le but de ça, c'est de rendre cette pathologie une maladie chronique. D'ailleurs, l'espérance de vie, elle commence à se prolonger. Tout à fait. Elle dépasse nettement les 72 mois. Donc, elle a tendance à être une maladie chronique. Voilà. Machallah. Alors, pourquoi Octobre Rose, justement? Pourquoi le staff féminin? Vous avez précisé que c'est pour le cadre féminin. Le cadre féminin, parce que c'est spécifique. Parce oui, que parce que ce sont déjà deux types de cancers. Voilà. Et puis, pour ça que... Alors, je souligne que c'est le cancer du sein et le cancer du col. Voilà. Le cancer du col, par contre, si on va le comparer par rapport au cancer du sein, le col, il donne un peu de temps. C'est-à-dire à partir de la dysplasie, on peut arriver au point d'un cancer, et il peut durer au-delà de 10 ans même, 10 ans et plus. Mais pour le sein, non. Le sein, selon le stade et sa classification, il ne donne pas un peu de temps. Mais plus donc, on le détecte, mais plus on le détecte tôt, plus on peut faire une ablation et puis sauver une vie. Voilà. Et puis maintenant, avec la technologie thérapeutique, alhamdoulilah, on s'améliore avec l'immuno. Donc, il y a beaucoup d'espoir qu'auparavant. Voilà. Justement, alors, dans ce cadre, justement, je m'oriente vers Madame Biara. Vous êtes présidente de l'association Al Fajr et aussi une ancienne sage-femme. Donc, par le biais de vos connaissances dans ce domaine, vous participez à chaque fois à la célébration d'Octobre Rose et vous êtes justement, vous faites part de l'équipe qui encadre durant cette opération qui se fait actuellement au niveau de l'hôpital 240 lits, mais pas que à ce point-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre participation? Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour Octobre Rose, en principe, ce n'est pas le mois d'octobre qu'il faut faire le dépistage. C'est toute l'année. Toute l'année, voilà. Donc, je souhaite à toutes les femmes une vie rose. Inch'Allah. Inch'Allah. Pour les malades, une prompte guérison. Et pour le personnel de la santé, un bon courage et une bonne réussite pour le dépistage. Inch'Allah. Donc ce dépistage doit être précoce afin de limiter ou de diminuer le taux de mortalité de cancer. Car actuellement, le taux de cancer est en progression. Vu que le cancer n'est pas seulement féminin, il est féminin et masculin, même avec un pourcentage réduit. Oui. Il faudrait qu'on fait le dépistage pour tous
hommes et femmes, même jeunes filles. Et surtout pour le cancer du sein, on a tendance à penser que c'est typiquement féminin, mais ce n'est pas forcément pour les femmes. Ça peut atteindre aussi les hommes. Les hommes. Oui. Mais le taux est de 1%, mais en tout cas, il faut le dépister parce que pour le cancer masculin, il vaut mieux le dépister précocement. Oui. Le but, c'est la guérison. Parce qu'un cancer diagnostiqué à temps, et la guérison est de 95 à 97%. Machallah. Donc, alors, je reviens à votre participation, justement. On vous a vu dans les couloirs des services des urgences, les anciennes services d'urgence au niveau de l'hôpital de 140 lits. Et justement, vous étiez en plein entretien avec les malades. Et de quoi il s'agissait alors de sensibilisation, de diagnostic Notre programme, c'était une semaine de sensibilisation avant d'arriver au dépistage. Oui. Mais il y avait des femmes qui ne pouvaient pas venir parce qu'elles habitaient loin. On a profité de faire les deux en même temps. Sensibilisation et dépistage. Super. Donc déjà, l'opération, elle a commencé hier officiellement, donc du 1er au 31, mais vous avez commencé pratiquement une semaine avant, sinon plus. Du 25 au 31. Voilà. Au 30 septembre. Très bien. Et on commence le dépistage du 1er au 20. Donc nos portes sont ouvertes à toutes les malades, à toutes les femmes. Et on appelle toutes les femmes, et même les jeunes filles, je précise bien, même les jeunes filles, après la puberté, parce qu'actuellement, il y a des cancers à un âge avancé très tôt, alors qu'avant, on pensait que le cancer atteignait des personnes plus âgées, plus ou moins. De 45 ans et plus. Maintenant, on trouve des jeunes filles de 18 ans, parfois même qui moins. Qui sont atteintes de cancer. Et tant qu'on découvre un cancer in situ, la guérison est parfaite, et puis la thérapie est différente. Oui. On n'enlève pas, on ne fait pas de mammectomie, oui. mais on enlève juste la tumeur. C'est très bien. Donc justement, je vais laisser le spécialiste nous en parler. C'est une intervention conservatrice. Oh oui. Je vous remercie pour toutes ces informations. Je reviens vers vous, professeur. On va parler justement des facteurs de risque. Les choses ont changé. Il y a beaucoup d'informations qui ont été mises à jour. Justement, on aimerait bien faire valoriser les nouvelles découvertes, études et tout ce qui en suit. Alors, concernant pour le cancer du sein, cette ascension qui est trop rapide et elle est inquiétante, elle est due généralement à la transition épidémiologique. Oui. Parce que tout a changé, le comportement le nutritif il a changé, le comportement quotidien il a changé, tout a changé. Donc la femme, avant, elle était active dans sa journée quotidienne, et puis maintenant, elle est devenue sédentaire. Bon, déjà, c'est un point qui favorise, c'est un facteur de risque qui favorise l'apparition de plusieurs cancers. Avant, elle était plus active que maintenant. Et puis même la nutrition a changé, le système de conservation. Exactement. Et tout. Donc voilà, ces facteurs favorisent l'apparition ou l'ascension de ce cancer. En plus, il y a d'autres facteurs de risque qui sont incriminés. Bon, avec le temps, on a pu écarter certains parce que et maintenant, il devient plus inquiétant parce que il apparaît chez la femme jeune. De plus en plus, avant c'était durant l'activité sexuelle ou entre la partie, maintenant donc on incrimine même l'âge de procréation, donc à partir de 15 ans qu'elle peut faire un diagnostic ou elle peut faire l'autopalpation, ce qu'on appelle l'autopalpation. Et au-delà des quarantaines, ça devient impératif, il faut vraiment se faire dépister. Voilà, donc personnellement, je préfère que la femme elle fait l'autopalpation quotidienne et régulière, mieux que de faire la mammo comme ça, parce que la mammo aussi, elle a des inconvénients. Donc, il faut savoir comment gérer. Éviter les rayons. Chaque cas est un cas. Voilà. Donc, on commence par la palpation. Donc, il faut bien faire apprendre les jeunes filles et les jeunes femmes la technique, comment palper, surtout sous la douche avec le savon. La main elle devient plus sensible qu'autrement.
Et puis aussi, il faut éviter certains facteurs qui sont évitables. Alors, avant de parler justement des facteurs, on va s'arrêter un petit moment avec ce VTR. On a rendu visite justement à l'équipe sur place pour voir comment que ça se passe. Et voilà, on va vous présenter ce VTR et on reviendra pour continuer le débat juste après. Selon les dernières estimations du plan cancer 2025, l'Algérie enregistre chaque année environ 14 000 à 15 000 nouveaux cas du cancer du sein. Ce chiffre représente près du quart de l'ensemble des cancers diagnostiqués, avec une tendance inquiétante à la hausse. La maladie touche de plus en plus de femmes jeunes, parfois âgées de moins de 40 ans, ce qui interpelle les spécialistes sur l'importance de la prévention dès le plus jeune âge adulte. C'est dans le cadre de l'Octobre Rose, on est là pour le dépistage précoce des maladies cancéreuses concernant la femme, à savoir le cancer du sein et le cancer du col. Donc هنا on est متجندين بالإمكانيات يعني المتاحة. هذه مناسبة باش يكون الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. C'est une occasion pour nous afin de prévenir le cancer du sein et du col par le dépistage précoce pour éviter toute séquelle de la maladie due à sa découverte tardive. On peut guérir désormais du cancer du sein, il faut simplement dépister à temps. هذه على بكري وسيرتو من دروك هذا المرض ولا قادر يتعالج ودونك يكتشف بكري. Malgré des avancées réelles, l'existence de centres régionaux d'oncologie, l'accès croissant à la mammographie et la mobilisation remarquable des associations, les défis persistent. Retard de diagnostic, manque d'équipement dans certains wilayas et poids psychologique et social de la maladie. Il y a pas mal de centres de dépistage dans le sud-ouest algérien, c'est-à-dire Béchar, Bni Abbas, Taberbala, Oulad Khdir, Bint الشرك, Bint الشرك, Boutbega, Bni Wennif, كلهم. Donc c'est un réseau de dépistage qui a été constitué par le ministère de la Santé. Voilà. Donc, je veux que la femme, d'abord, je veux que la femme s'occupe d'elle-même. La médecine se développe si rapidement sur ce côté. La personne atteinte du cancer peut désormais se guérir. Simplement, il faut avoir le courage de le dépister à temps. Et nous sommes là, présents, pour le faire, du 1er au 31 octobre. À l'occasion d'Octobre Rose 2025, les acteurs de la société civile et les professionnels de santé réaffirment un message clair. Un dépistage précoce peut réduire de moitié le risque de mortalité lié au cancer du sein. La bataille est donc avant tout celle de la prévention et de l'information pour que chaque femme ait accès à un examen régulier et gratuit. C'est ce que font exactement les associations dans la wilaya de Béchar. Voilà, c'était un sujet réalisé par notre collègue Jawida Bab Ahmed. Nous revenons à notre débat. Chers invités, alors professeur Messafer, nous avons vu l'équipe travailler sur place. Bien sûr, il y avait une bonne entente entre, je ne vais pas dire malades, mais les femmes de manière générale. Donc, ce n'est pas forcément des cas de maladie. Elles sont venues, elles se sont présentées avec un esprit très motivé et très sain de se prendre en charge et de se faire dépister. Et c'est ça ce qui est impressionnant dans ce genre d'opération, c'est que les gens n'ont pas besoin d'avoir des signes pour, pour se faire dépister. D'où l'intérêt de la sensibilisation et l'apprentissage du dépistage précoce. La femme, elle se contrôle elle-même. Bon, ça c'est pour le sein. Facilement, oui. Mais maintenant pour le col, c'est pas évident. Pour le col, au moins, elle doit, c'est-à-dire la femme, au moins un frottis dans sa vie pour au moins orienter, parce que. Voilà. Et puis le dépistage, il est trop faible ici, parce qu'on a mené des enquêtes. L'OMS dit que le taux doit être supérieur à 92%. On a mené une enquête qui était de l'ordre de 4%. Donc c'est trop faible, c'est encore faible. Et pour ne pas dire négligeable. Mais est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas malades ou ne se font pas dépister? Non, les gens ne sont pas dépistés parce qu'on a aussi le facteur de la hantise
Donc c'est un peu tabou. La pudeur, le sujet ouais. toujours il est tabou. Donc c'est pour ça que les femmes, elles partent pas pour être dépistées ou faire surtout dans les parties éparses, lointaines. Il y a un problème de messages et d'informations. Et c'est là où le travail devrait justement se multiplier pour sensibiliser. Et on constate que l'impact des associations, ils ont un impact très fort et très important. Parce qu'à partir des associations, le message passe et on sent que le taux de mortalité diminue un petit peu parce que le diagnostic il est posé à temps. Et grâce à ces personnels qui participent activement, et je ne dis pas que le mois d'octobre, elles participent durant toute l'année. Donc c'est une chose bénéfique pour la population, positive, justement. en particulier la population de Béchar. Voilà. Alors, je vous ai justement interrompu juste avant le VTR. On va continuer avec les facteurs de risque. Et puis, pour passer justement aux symptômes, à quel moment on devrait s'affoler, à quel moment on devrait se faire dépister. Mais je continue d'abord avec les facteurs de risque. Les facteurs de risque, comme je disais, il y avait des facteurs qui se sont écartés d'eux-mêmes avec l'évolution. Par exemple, on disait que la pilule était incriminée, alors qu'on a constaté que le cancer, il existe chez la femme, qu'elle n'a jamais elle est jeune, pris des pilules. Donc, il y a d'autres facteurs qui sont en cause. Et la multitude de facteurs qui a rendu un peu le diagnostic, ça devient un peu difficile parce que, par exemple, on a le stress, qu'on ne peut pas lutter, c'est une arme très, très, très résistante. Donc, et puis, il y a on est victime de la modernité, justement, le rythme accéléré et tout ce qui en suit. Alors, la sédentarité, déjà, elle cause 35 maladies. Le comportement alimentaire, il y a beaucoup de facteurs qui sont en cause. Il y a même une origine bactérienne, parce que l'hypothèse de viral n'est pas encore écartée. Parce que, connaissant que les cancers, la majorité, ont une origine infectieuse. Donc, alors justement, là, c'est là où je vais souligner, parce que c'était la découverte que j'ai faite avec vous. Je me disais, un professeur en épidémiologie, quel est le rapport avec justement le cancer? Et vous m'avez fait savoir que voilà, ça commence à changer. C'est plus comme on disait autrefois, c'est soit héréditaire ou alors on ne sait pas forcément, mais il y a un facteur qui pourrait être épidémiologique. Oui, toujours, il y a un facteur épidémiologique. Donc c'est notre rôle de faire des enquêtes, de constater, de chercher et pour donner un peu d'espoir. Alhamdoulilah, maintenant la prise en charge elle est meilleure. Oui. Et puis il ne faut pas oublier le travail des collègues, les cliniciens et les thérapeutes, les oncologues qui font un travail déjà colossal. Et alhamdoulilah, maintenant il y a une amélioration thérapeutique et pronostique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes comme ça visibles qui pourraient susciter l'inquiétude chez une femme? Au niveau du sein, quand elle se palpe, généralement, il n'y a pas la présence de nodules. Une fois la présence de nodules, elle s'inquiète. Mais présence aussi de quelque chose ne veut pas forcément dire que c'est un cancer. Il ne faut pas s'affoler tout de suite. Non, tout signe au niveau du sein fait prouver une consultation. Oui. Donc, on se fait consulter. Voilà, on se fait consulter. On espère qu'il n'y aura pas de quelque chose de méchant, mais maintenant, ça n'écarte pas la possibilité. Voilà. Il n'y a pas un problème mammaire égal cancer du sein. Non. Mais donc, d'où l'intérêt d'un avis d'un gynécologue pour voir la consultation ou une sage-femme. D'accord. Parfois, une échographie suffit de diagnostiquer. Voilà. Il peut être un abcès, il peut être pas mal de choses. Mais il ne faut pas rester, parce que je viens de dire que c'est la hantise, c'est le tabou qui fait ralentir la femme pour consulter. Surtout si la masse commence à grandir. Ah oui. Alors justement, là, il faut vraiment s'affoler. C'est-à-dire quand il y a une rougeur, quand il y a une déviation du sein, là, ça urge et donc il faut consulter rapidement. Il ne faut pas attendre. Mais de façon générale, quand il y a une anomalie au niveau de la glande mammaire, il faut consulter, il faut demander un avis, c'est gratuit. Pour parler justement des endroits où les femmes pourraient se rendre pour se faire dépister pendant l'Octobre Rose. Alors, durant le mois d'octobre, et je viens de dire que c'est sur l'année, il y a la consultation chez la sage-femme, la consultation en gynécologie, tous les points au niveau des maternités, où la femme, elle peut partir avec toute préservation de l'intimité et tout, pour être consultée par la sage-femme ou un gynécologue qui peut être en service. Donc les portes sont ouvertes pour tout le monde, tout venant.
Donc, il n'y a rien. La médecine est gratuite, la consultation. Exactement. Donc, en principe, ça m'étonne qu'un praticien ou une sage-femme refuse une consultation concernant ce domaine. Donc, tout le monde, le professionnel de la santé, Mais l'opération de ce mois, justement, elle est gracieuse, intense, elle est accélérée, voilà. elle est par rapport à l'année. Et puis, il y a aussi, on a vu la présence de personnel psychologique. Donc, on a vu des psychologues sur place. C'est important. Qui aident énormément, justement, surtout pour les personnes qui ont du mal à accepter le sort. Justement, même pour les chirurgiens, maintenant, ils pratiquent la technique conservatrice. Donc, quand le diagnostic il est très tôt, donc ils préfèrent enlever le nodule et conserver la glande. Du côté psychologique de la femme, le profil, et c'est important. Voilà. Donc, on avance, point de vue thérapeutique, parce que autant que le diagnostic il est très tôt ou précoce, que les résultats sont meilleurs. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre volet, c'est les implants. Donc, on arrive à récupérer un petit peu quand même de la dignité, je vais dire, parce que la femme, parfois, elle se sent... La féminité de la femme, voilà. Oui, c'est un facteur qu'on ne peut pas négliger. Les implants sont disponibles. Voilà, ils sont disponibles. Il y a aussi une opération que vous préparez, je pense, pour le mois prochain, sinon la fin d'année. Il y a une opération de chirurgie d'implantation d'implants. Si. Ben voilà. Je reviens vers... Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose dans ce sens, justement, des nouvelles, des dates à annoncer. Parce que les chirurgiens, maintenant, ils s'intéressent à cette technique de reconstruction du sein, d'accord? Et puis, elle est bien lancée, donc, pour donner au moins le profil le féminisme de la femme, et puis c'est important. Je vous remercie alors pour toutes ces précisions. Madame Biara, un dernier mot peut-être? Oui, donc pour la reconstitution, Inch'Allah, on va voir bientôt. On espère qu'il y aura quelques cas à Béchar bientôt. Ah ben, Inch'Allah. Pour ce mois-ci. Et puis, je voudrais faire un appel à tous les spectateurs, tous les habitants de Béchar. Je précise bien pour les hommes qu'ils doivent coopérer et inciter leurs femmes à venir consulter leurs femmes, leurs filles. Donc, c'est un geste d'amour et un signe d'amour aussi. C'est une pathologie qui nous concerne tous. Exactement. Donc, l'important est de dépister. Notre association a commencé à dépister dès l'ouverture du bureau à Béchar. Ça fait 5 ans. Et vous accompagnez les malades, les gardes-malades, vous les orientez, vous êtes toujours présent sur terrain. Avec les malades, donc, en témoignant de votre dévouement justement dans ce secteur. Merci. Je vous remercie pour votre présence, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir nos prochains invités. Restez avec nous.
Rebonjour, chers téléspectateurs. Si vous venez de nous rejoindre, alors bienvenue. Si vous êtes avec nous, alors nous arrivons à notre deuxième plateau. Justement, par rapport à la rentrée sociale, on va découvrir les mesures prises par la direction du commerce. Et pour ce, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Madame Aïcha El-Graghi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame, shukran. Marhaba bik. Alors justement, la rentrée sociale, bien sûr, quand on parle de la rentrée sociale, on va parler de produits stratégiques de grande consommation et bien sûr votre rôle intervient à ce niveau-là pour l'approvisionnement et le contrôle. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au travail de vos équipes tout au long de ce mois et sinon même avant? Shukran, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est vrai Madame que chaque année le ministère du Commerce et le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché intérieur, il mobilise presque tous ses services pour garantir une rentrée sociale sereine. Pour la direction de commerce et conformément aux instructions de notre ministère de tutelle, la direction de commerce de la wilaya de Béchar a entrepris un certain nombre de mesures et dispositions en prévision de cette période sociale, surtout sur 3 volets. Premièrement, c'est le volet approvisionnement de la population. Le deuxième volet, c'est le volet contrôle. Et le troisième, c'est l'organisation de foires dédiées à la vente d'articles scolaires et même de livres scolaires, tous niveaux confondus. Donc, pour le premier volet, qui est l'approvisionnement, c'est une mission qui est à la charge des agents sur le terrain. Premièrement, pour assurer un approvisionnement adéquat, surtout vis-à-vis de la disponibilité des produits, surtout les produits de large consommation et stratégiques, même la protection du consommateur et la sécurité du marché. Et ça, c'est votre travail à longueur d'année, je vais dire. À longueur d'année, oui, c'est une tâche qui se fait à longueur d'année. Pour le volet contrôle, bon, déjà le contrôle, c'est une mission... Avant de parler de contrôle, justement, je reste sur l'approvisionnement. Quels sont vraiment les produits que vous suivez impérativement sur terrain? On va dire produits alimentaires, vestimentaires. Bien sûr. C'est-à-dire, on essaie d'assurer un approvisionnement adéquat de tous les produits, toutes gammes confondues, mais généralement, surtout pour les produits stratégiques et de large consommation, où le contrôle, il se fait de veiller. Maintenant, le respect du prix, surtout pour les produits qui sont à prix réglementés. Aussi, on assure un approvisionnement au profit de la population pour lutter contre toute rupture ou dysfonctionnement. Il y a un travail même qui se fait. Surtout les produits subventionnés par l'État aussi, alors on va parler... Pour les produits qui sont subventionnés par l'État, café, lait... bien sûr, les produits subventionnés par l'État, c'est-à-dire on essaie de garantir la présence du produit sur le marché et de lutter contre toute hausse de prix, c'est-à-dire injustifiée, surtout pour les produits qui ont un prix réglementé, tel que le lait pasteurisé, etc. Le café aussi, le pain et tout ce qui en suit. Le pain, l'huile, le sucre, on va passer justement à la rentrée scolaire. Comme justement elle s'est faite récemment, donc il y a eu un salon régional qui a été organisé à l'occasion. Il y a eu plusieurs fois, je pense même au niveau de la région. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la disponibilité des livres et des articles scolaires et votre travail justement sur terrain?
Oui, peut-être on parle du contrôle comme deuxième volet qui est très important. Je laisse le contrôle pour après, parce que comme on est déjà sur la rentrée scolaire, on va parler de la rentrée. Et le contrôle, ça va être un contrôle général de manière... Voilà. Bon, pour l'organisation de ces foires commerciales qui sont dédiées à la vente d'articles scolaires, fournitures et même de livres scolaires, cette année, c'est la 4e édition. C'est la 4e édition, c'est suite, c'est-à-dire aux instructions de notre ministère et en collaboration bien sûr avec nos partenaires. Oui. Bon, la Wilaya de Béchar a organisé, c'est une foire régionale qui a été ouverte le 20 août dernier et s'étale sur toute la période jusqu'au 30 septembre. D'ailleurs, même cette semaine, on a vu que les parents, ils sont toujours sur place. Il y a une demande, une forte demande. Bien sûr, une forte demande de la fourniture et même du livre scolaire. Du livre scolaire surtout, ouais. Bon, pour les opérateurs qui ont participé, on a compté 24 opérateurs qui activent dans le commerce du gros, des libraires, des artisans, en plus de l'Office national des publications scolaires, bien sûr. Bon. Et ça s'est fait justement au niveau? C'est au niveau... Du café de... Non, c'est au niveau du théâtre régional Bendehina Mahfoud. C'est au niveau du théâtre régional Bendehina Mahfoud. Donc, dans le hall du théâtre. Oui, c'est l'aire c'est-à-dire du théâtre. Et je souligne que cette fois-ci, ou bien dans cette édition, il y a un opérateur qui a activé ou qui a créé un espace d'accueil pédagogique. Oui, c'est un espace d'accueil pédagogique au profit des enfants normaux et même handicapés. Et même, il a mis à la disposition des enfants un matériel Montessori. Très bien. Oui, qui est dessiné avec des spécifications bien précises. Donc, c'est une prestation, pour vous dire, c'est une prestation payante. Elle est ouverte tout le long de l'année. Ah ben, c'est une bonne chose. Voilà, c'est bon à faire savoir justement à nos téléspectateurs. Oui, c'est une opportunité pour les familles, c'est-à-dire d'amener leurs enfants, parce que c'est un jeu, mais en même temps, il est éducatif. Voilà. Il est éducatif. Autant il est en destiné, profiter. même pour les enfants qui présentent un handicap. Bon, le but de cet événement commercial, premièrement, c'est d'offrir des produits scolaires à des prix raisonnables et concurrentiels. Et même, c'est un moyen d'alléger les charges financières des familles. Parce que quand même, il y a des charges à des prix qui sont raisonnables. Il y a même, c'est-à-dire sur le volet qualité, on a vu qu'il existe des produits de qualité, soit de production locale. Il y a le produit qui est même importé. Bon, en plus de ça, cette foire, en plus c'est-à-dire la foire régionale, il y a la commune de Abadla, elle a organisé une foire, et même Aqnatsa. Et en parallèle à ces foires, il y a des caravanes commerciales de vente des produits et articles scolaires qui sillonnent plusieurs communes, et même les régions qui sont reculées. Au lieu que les parents se déplacent, voilà, il y a des frais de transport, on sait que les distances sont très loin donc, par rapport à la région. Ah ben, c'est une très bonne chose. On va s'arrêter un petit moment avec un VTR réalisé justement par nos collègues qui ont visité sur place le salon régional. Et je vous laisse avec ce VTR et nous reviendrons pour continuer le débat juste après. Cartables, instruments pédagogiques et manuels scolaires. Tout se trouve à l'exposition régionale dédiée aux fournitures pédagogiques marquée par une affluence notable des familles à Béchar. Ce qui m'a vraiment ravi, c'est le bon accueil des exposants et les prix sont abordables. Les prix et le large choix des qualités sont remarquables. Par rapport à ces 2 dernières années, les prix sont vraiment accessibles à tous. Ils ont baissé de plus de 70%. Son but, rapprocher l'offre des besoins réels des élèves et de leurs parents.
Les stands ont proposé une large gamme de produits, le tout à petit prix, jugé accessible par la majorité des visiteurs. Ce qui concerne les affaires pour les personnes en situation de handicap, les autistes et les retardés mentaux, tout est disponible et les prix sont vraiment abordables. Ce salon abrite 3 stands. Un pour les affaires scolaires, un autre pour le livre scolaire et le troisième a été consacré aux artisans, producteurs de tabliers. Nous avons aussi pensé aux affaires des enfants autistes. Au-delà de la vente, cet espace a été une vitrine de sensibilisation sur l'importance d'encourager la production nationale et de promouvoir un esprit de solidarité en facilitant l'accès aux fournitures scolaires. Donc voilà, c'était un VTA réalisé par notre collègue Boubacar Jatot et interprété par notre collègue Jawida Babahmed, que nous remercions par la même occasion et nous saluons. Alors je reviens vers vous, Madame Regragui. Justement, on a vu vos équipes sur place, sur terrain, en plein dedans, donc pour garantir l'approvisionnement, mais pas que ça, mais aussi le contrôle des qualités et des prix. Alors, votre tâche par rapport à ça, à longueur d'année aussi, vous êtes toujours là probablement parfois dans des saisons bien particulières, la rentrée scolaire, le mois sacré du Ramadan, il y a des occasions, mais sinon le contrôle de qualité se fait de manière régulière. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au travail de vos équipes? Pour la mission du contrôle, c'est une mission principale des agents qui sont habilités dans ce sens. Et le contrôle, c'est une mission qui se fait à tout, c'est-à-dire les stades de la mise à la consommation d'un produit ou même, c'est-à-dire d'une prestation de service déjà pour préserver la santé et la sécurité du consommateur et pour venir à bout, c'est-à-dire des fraudeurs ou bien toute non-conformité qu'on peut constater sur le terrain. Ce contrôle, il peut se faire soit dans le cadre, c'est-à-dire un contrôle routinier des agents qui relèvent de la direction de commerce ou un contrôle qui se fait dans le cadre intersectoriel. Ça veut dire, c'est-à-dire des brigades mixtes entre direction de commerce et d'autres organismes. La Sûreté nationale, parfois il y a d'autres éléments qui rentrent avec vous dans le cadre. Alors qu'est-ce que vous avez relevé comme anomalie par rapport à votre travail sur terrain, surtout pour cette rentrée sociale, mais sinon à longueur d'année? Bon, pour le contrôle, il se fait sur un double plan, soit en matière de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, ou bien en matière de contrôle des pratiques commerciales. Parce que ces deux services sont distincts. Les agents qui relèvent du service de contrôle de la qualité, ils veillent à contrôler sur le, c'est-à-dire circuit de commercialisation, toute non-conformité à la réglementation On va donner en des vigueur, exemples, par exemple. Soit en matière d'étiquetage, soit en matière de composition d'un produit, chaîne de froid, le respect du transport, d'une chaîne de froid, d'un entreposage, etc. Pour le service des pratiques commerciales, généralement, c'est-à-dire de s'assurer de la transparence de la transaction commerciale, telle que l'affichage des prix, le respect des prix qui sont réglementés, la facturation, etc. Donc, parce que la protection du consommateur, elle fait partie des priorités, c'est-à-dire des pouvoirs publics, c'est-à-dire pour préserver la santé du consommateur, même sa sécurité et même son intérêt matériel. Pour le contrôle, à laquelle Monsieur le Président de la République accorde une grande importance et bien sûr la tutelle du ministère en particulier du Commerce. Parce que c'est une tâche qui est, c'est-à-dire des organismes qui ont une relation entre le contrôle de la qualité et la santé. Le travail, il se fait même dans le cadre de brigades. Il y a le volet justement sanitaire, mais il y a aussi le volet, on va dire, économie nationale. Économique, bien sûr. Parce que généralement, lorsqu'on voit un produit qui est défectueux ou bien
d'une qualité douteuse, c'est quand même, ça a un impact sur l'économie. Et la santé et l'économie en même temps. Bien sûr. Et puis la contrefaçon aussi. La contrefaçon. On a par exemple les marchés qui sont non réglementés. C'est une véritable gangrène qui range l'économie du marché. Non seulement ça, mais il y a même la sécurité et la santé du consommateur qui est en jeu. Et puis les fraudes par rapport aux factures, par exemple la facturation, c'est un sérieux problème. Donc c'est à partir de là que vous jouez un rôle primordial pour préserver l'économie nationale. L'économie nationale, pour préserver la santé, la sécurité du consommateur. Mais il y a toujours en parallèle aux actions, c'est-à-dire sur le terrain, il y a le volet sensibilisation. Soit une sensibilisation qui se fait à proximité ou bien par le biais des médias, la télévision, la radio ou bien les supports informationnels tels que, c'est-à-dire on prépare des dépliants qui sont dédiés aux opérateurs, c'est-à-dire toutes fonctions confondues. Vous faites aussi des portes ouvertes de temps en temps? Des portes ouvertes, oui, des portes ouvertes ou bien la sensibilisation à proximité. Mais il y a toujours, j'ai toujours dit que le consommateur même, lui, il a un rôle très important à jouer. Il doit influencer c'est-à-dire le marché par des comportements responsables. Tout à fait. C'est la notion qu'on a découvert récemment, qu'on appelle consommateur. Donc il ne faut pas qu'il soit juste consommateur, mais il faut qu'il soit acteur. Il faut toujours développer l'acte du civisme, c'est-à-dire de ne pas acheter un produit de qualité défectueuse ou bien qui se vend ou bien qui est, par exemple, stocké dans des conditions lamentables, etc. Parfois même la vente, on voit du pain au bord de la route, plein de poussière à côté, et les gens consomment. Il faut vraiment mettre fin à ce genre de comportement. Bien sûr, il doit être exigeant, exigeant, c'est-à-dire vis-à-vis au moins d'une qualité extrinsèque. C'est-à-dire ne pas acheter un produit qui est anonyme, qui ne porte pas un étiquetage, qui a, par exemple, une boîte qui est cabossée, parfois on voit pas mal de... Même étalé sur de grandes surfaces, dans des endroits très respectueux, une boîte qui est déjà touchée, et ça peut nuire à la condition. C'est-à-dire, surtout lorsqu'il s'agit d'un produit qui est périssable, tel que les dérivés laitiers, les viandes, les dérivés, les viandes, etc. C'est des produits qui sont sensibles, c'est-à-dire qu'il nécessite... Et même les boîtes métalliques, parce qu'il y a des matières à l'intérieur qui préservent, mais quand elle est écraboussée, la boîte, elle va régénérer des matières qui sont nuisibles à la santé. Parce que généralement, lorsqu'on parle d'un produit ou bien d'une boîte qui est cabossée, c'est vrai, ça influe sur la qualité marchande, c'est-à-dire du conserve, mais... c'est-à-dire sur la qualité microbiologique, ça peut être altéré parce qu'il y a des microfluides qui se font sur l'emballage métallique et par la suite, on peut... Et puis ça donne aussi une idée sur le transport, sur la façon dont il a été étalé. C'est-à-dire que si la boîte a été touchée, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été mises l'une sur l'autre, qui est tombée, qui a fait quelque chose. Voilà, on finit par avoir une boîte. Il faut toujours vérifier l'odeur, la qualité, les couleurs, tout. Et puis surtout ceci quand le prix est réduit. Alors souvent on trouve des gens qui s'affolent en trouvant un prix réduit par rapport à d'autres, mais ils ne mesurent pas parfois le danger qui existe derrière. Alors que ce soit pour les produits cosmétiques ou alimentaires. C'est toujours pareil. C'est la même chose, parce que même le législateur algérien, c'est-à-dire dans la promulgation de la loi relative à la protection du consommateur et de la répression des fraudes, c'est-à-dire il a parlé de ce qu'on appelle les exigences. C'est vrai qu'il y a une réglementation qui est en vigueur, mais il y a une vigilance de la part du consommateur. Tout à fait. Le consommateur, il doit être exigeant, même il doit, c'est-à-dire avoir un acte d'achat qui est vraiment sensé, qui est adéquat. Je vous remercie pour toutes ces informations et pour votre présence avec nous, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je recevrai mon prochain invité juste après cette pause musicale et je reviendrai pour vous dévoiler justement son identité. À tout à l'heure.
Et voilà, une belle pause musicale. Nous arrivons à notre troisième plateau. Nous avons parlé de rentrée sociale et scolaire. Et nous arrivons à la rentrée universitaire. Pour ce, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés le recteur de l'université Tahri Mohamed, Monsieur Bezzazi, professeur Bezzazi Boujema'a. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors justement, comment s'est déroulée la rentrée universitaire 2025-2026 et quelle a été la nouveauté de cette année? Merci madame. Merci à vous. Premièrement, la rentrée universitaire de cette année s'est déroulée dans de bonnes conditions. Pratiquement, il n'y a aucun problème. Tant mieux. La rentrée était, comment dirais-je, tous les étudiants ont été logés. Il n'y a aucun étudiant qui n'a pas été logé. Tous les étudiants ont été inscrits. On a accepté tout le monde cette année parce qu'on avait un manque d'étudiants. Parce que les moyennes ont été très élevées cette année. Il y a eu pas mal d'endroits qui ont été aménagés. Vous avez ouvert pas mal de... et puis, on a passé tout l'été. On n'a même pas pris de congés. De vacances, oui. De vacances. Donc, on a passé tout l'été à travailler, à préparer. À cheval, justement, pour finaliser tous les chantiers. Bien sûr. Le grand problème, c'était les amphithéâtres. L'université n'a que 12 amphithéâtres. Un amphithéâtre, je l'ai octroyé, je l'ai donné à l'ENS, l'École nationale supérieure. Il reste 11 amphithéâtres. Et nous avons beaucoup de spécialités. Nous avons des flux de 400 à 500 étudiants. Donc, pour chaque spécialité, ils doivent faire le tronc commun. Bien sûr, le tronc commun, tout le monde doit être à l'amphi. On n'a pas de salle qui peut contenir 200, 250. Donc, les amphis, nous avons un nombre insuffisant d'amphis. Mais on a trouvé la solution. Cette année, j'ai trouvé un hall qui n'a pas été exploité depuis la création du centre universitaire. Je l'ai exploité. Maintenant, je suis en train de le préparer en 6 amphithéâtres. Oui. Il faut dire que c'est un hall qui faisait 1200 mètres carrés, mine de rien. Oui, 1200 mètres carrés. Vous avez profité de cet espace pour en faire 6 amphithéâtres. 6 amphithéâtres pour résoudre le problème. Définitivement pour les années à venir. Donc aussi, on avait la bibliothèque qui était complètement... délabrée, on va dire. Délabrée complètement. C'est-à-dire, je l'ai refaite à neuf. Super. Je l'ai refaite à neuf. Faux plafond, ça, c'est la bibliothèque centrale. Oui, la bibliothèque centrale, oui. Les salles, l'auditorium de la bibliothèque, les tables, on a acheté toutes les tables neuves, tables et fauteuils pour les étudiants. Oui, l'équipement. Tout est neuf. Les ordinateurs, le rayonnage. Cette année, on a prévu aussi la numérisation de la bibliothèque, c'est-à-dire tous les bouquins doivent avoir des puces. L'étudiant ne va tout seul vers le rayonnage pour prendre tout seul le bouquin, mais il ne peut pas sortir avec le bouquin parce qu'il y a le portique qui sonne. Donc, et aussi, on a commencé, c'est-à-dire à construire la nouvelle bibliothèque numérique. Très bien. C'est-à-dire, c'est le commencement. C'est la durée, c'est-à-dire la durée de réalisation, c'est 14 mois. 14 mois. Donc, dans 14 mois, Inch'Allah, on va avoir notre bibliothèque numérique, comme toutes les autres universités. Pour la prochaine rentrée universitaire. Oui, la prochaine rentrée universitaire, c'est obligatoire. D'ailleurs, l'année passée, vous avez réceptionné la faculté de médecine, qui était un œuvre, un chef-d'œuvre carrément. C'était un bijou, c'était un chef-d'œuvre. Et j'étais très fatigué pour... J'ai passé tout l'été comme chef d'équipe. Vous êtes toujours sur place, justement, sur terrain. Cette année, il y a aussi le C'est encourageant de voir le responsable lui-même, justement, descendre sur terrain. Moi, je suis du métier. Oui, je sais. Je suis du métier, c'est pour ça que... Je le sais. Et c'est un avantage, justement, pour l'université Tahri Mohamed de Béchar d'avoir une personne comme vous. Que je suis moi-même. La chose qui ne me plaît pas, il faut la refaire. C'est très bien. Et ils doivent... C'est-à-dire il faut être exigeant, justement, sur la réalisation des projets. Donc, il y a aussi, nous avons le CEIL, Centre intensif des langues. Donc, le premier plancher est déjà fait. Il reste encore 3 planchers. Je suis en train de suivre quotidiennement à partir de la fenêtre de mon bureau. Donc, il y a eu la faculté aussi des lettres des langues. La faculté des lettres n'avait même pas de siège. Oui, vous y avez procuré le siège cette année. Cette année, j'ai construit un siège muhtaram, c'est-à-dire un siège extra donc pour la faculté. D'ici la fin du mois. Digne de cette faculté qui existe quand même depuis des années. Depuis des années, l'ouverture du centre universitaire. Qui n'a même pas de siège. Donc, qui n'a même pas de siège. Cette année, elle va avoir son siège. Le siège est fini. Il ne reste que le mobilier.
de mobilier, c'est-à-dire ils vont avoir un mobilier aussi neuf. C'est sûr. Pour la bibliothèque, on a acheté des tables neuves, des chaises. Bien équipées. Le rayonnage, il y avait un rayonnage qui n'était pas adéquat. Sans passer par les détails. Les armoires métalliques, Oui. sont portes, c'était le rayonnage. C'est impossible. Ouais. J'ai tout refait, j'ai acheté un rayonnage neuf, un rayonnage moderne. Dernière génération. Donc, dernière génération, bien sûr. Le campus aussi. Il y a eu des rénovations au niveau du campus. C'est-à-dire, j'ai fait l'étanchéité 90% du parc de l'université, 90% l'étanchéité. J'ai fait l'étanchéité à 90% de tous les blocs. 90% de blocs, soit pédagogiques, soit administratifs, tous les blocs. Parce que la quasi-totalité des blocs était le deuxième étage, c'est R+2. Ah oui. Donc le deuxième étage était complètement défaillant, c'est-à-dire il faut refaire. On refait, si on ne fait pas l'étanchéité, ça veut dire on n'a rien fait. On n'a rien fait. Donc, premier déluge, tout 90% des blocs de l'université. Étanchéité refaite. Étanchéité refaite. Super. Ils sont en train de le faire encore, ils n'ont pas encore terminé. D'ici 10 jours, il y aura pratiquement la totalité de l'université, ainsi que le pôle. Ainsi que le pôle aussi. Le pôle, c'est 100%. Oui. Le pôle, 100% des bâtiments où je refais totalement l'étanchéité. Parfait. Aussi, il y a des choses. J'ai acheté, bien sûr, pour l'informatique, il y avait un grand problème parce qu'on a décidé cette année que toutes les facultés doivent enseigner l'intelligence artificielle. Oui. Au pôle, j'ai fait deux salles informatiques. On a créé 2 salles informatiques. On les a alimentées avec des ordinateurs neufs aussi, très performants, pour l'intelligence artificielle, les deux facultés qui sont au pôle. Très bien. Et on a créé encore 12 salles informatiques. Et j'ai acheté... Au niveau du pôle? Au niveau de l'université, centrale. Voilà. Au niveau de l'université centrale, où j'ai acheté à peu près 200 micro-ordinateurs. Wow. 200 micro-ordinateurs, c'est-à-dire sans compter les ordinateurs qu'il y avait. Donc, il y avait à peu près... Quand même un bon parc, une soixantaine, et j'ai acheté encore 200 micro-ordinateurs avec des serveurs, c'est-à-dire... Mais les étudiants sont chanceux cette année. Bien sûr, cette année ils sont chanceux. Ah bah oui. Donc, tout, parce qu'on a décidé que toutes les facultés peuvent bénéficier de ça. Et avant le problème qu'il y avait, toute l'infrastructure était partagée entre les facultés. Chaque doyen dit ça m'appartient, ça c'est le mien. Même s'il ne l'utilise pas, il est fermé, il ne donne pas à d'autres facultés. Mais cette année, j'ai décidé... Vous en tirez profit au maximum. Oui, bien sûr, j'ai décidé que tout doit être rattaché au vice-recteur chargé de la pédagogie. Donc c'est lui le responsable. Toutes ces salles vont être utilisées par toutes les facultés. Donc il y a la programmation. Il y a quelqu'un qui fait la programmation de ces salles pour toutes les facultés. Donc, ces salles n'appartiennent à aucune faculté, appartiennent directement au vice-recteur. C'est le vice-recteur qui décide. Alors, la particularité de ces dernières années, c'est l'inscription en ligne. Donc, ça commence à s'instaurer comme culture. Alors, quel est l'avantage de cette technique déjà? Premièrement, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, les gens croient que les gens s'inscrivent, s'il a des connaissances, s'inscrit. Maintenant, il n'y a rien, tout est sur la plateforme. Les gens s'inscrivent sur la plateforme. Si les conditions sont réunies, ils l'inscrivent. Si les conditions sont pas réunies, qui s'appelle Progress. Bon, donc, sur Progress, donc nous, on n'a aucun problème avec les gens. Il faut qu'ils s'inscrivent sur Progress. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, tous les gens qui ont été acceptés, qui étaient inscrits sur Progress, je les ai tous acceptés. Très bien. Tous acceptés. Donc les places pédagogiques sont disponibles. Nous avons des places pédagogiques qui sont disponibles. Malheureusement, en médecine, j'ai demandé 150 postes. On m'a donné que 48 postes. J'ai 150 postes parce que la moyenne était très élevée. Ah oui. L'année prochaine, je demanderai au ministre directement de baisser la moyenne. Moi, j'ai demandé 150. Il faut qu'il me donne 150 postes. Oui. Parce que j'ai les enseignants, j'ai l'infrastructure. Les places pédagogiques surtout. L'infrastructure neuve, j'ai les équipements on a commandé des équipements ultra modernes.
Je ne sais pas pourquoi. Non, ça, c'est l'année prochaine, Inch'Allah. Si Ben voilà, on lance un appel aux autorités, justement, pour revoir ce genre de décision et qu'il y ait des... qu'on en profite au maximum, justement, de ces places pédagogiques. Il y a des gens qui... Il y a quelqu'un qui est venu, sa fille, elle a eu son bac avec 62. Alors qu'ils ont arrêté à 16,63. C'est dommage, voilà, c'est dommage. 16, là, ça, et puis, on remarque aussi que les moyennes du bac sont de plus en plus élevées par rapport aux années précédentes. Je me rappelle les années 2000, 99, les années 90. À peine si on arrivait à avoir 12, 13, 14. Maintenant, on arrive à avoir des 18, 19 au bac. Donc, au sud, les moyens sont bas, sont aussi bas. C'est pas aussi. Voilà, c'est-à-dire, il faut comprendre. Pour faire médecine, il ne faut pas avoir 20 surveillants en mathématiques. Hein. Pour faire médecine, pas 20 surveillants en mathématiques ou 20 surveillants en physique. Hein. Je pense que c'est aussi, il faut prendre en considération la volonté de l'étudiant. C'est quand on a quelqu'un qui a peut-être 15 ou 16 de moyenne et qui veut vraiment forcément faire ce domaine. Je pense qu'on devrait faire des entretiens quand même à l'exemple des universités américaines, on va dire. On pourrait prendre ça comme idée, non? De toute façon, il faut faire. Il y a le nombre est restreint. Le nombre de postes pour la médecine est restreint. Et puis la pharmacie a pris le dessus cette année par rapport aux moyennes. La pharmacie a pris le dessus, la moyenne est plus élevée. Pourquoi? Exactement. C'est en fonction du nombre d'années d'études. Les gens ne veulent plus encore étudier, ne veulent plus étudier. Oui. Veulent aller, pourquoi les gens vont... Au monde du travail directement. Voilà, ils veulent faire bac plus 3, plus 4, ils vont trouver un boulot. Parce que faire la médecine, il faut 7 minimum 7 ans, 8 ans. Oui, maintenant, si on arrive à avoir les années l'une après l'autre. 7 années, et puis pour faire la spécialité. Voilà, 3, 4 plus. 4 années de plus ou 5 années de plus. C'est pas évident. Pour une fille, ah bah oui, hein. C'est difficile. C'est infernal. Il faut qu'elle se marie, qu'elle fasse des enfants, oui. Qu'elle fonde un foyer, ben oui, c'est vrai. Il faut fonder un foyer. C'est pas toujours évident. C'est pour ça, c'est pas évident parce que le nombre d'années d'études est très élevé. Alors, si on revenait au nombre d'étudiants au niveau de l'université de Béchar, le nombre actuel, le nombre de spécialités, le nombre de nouveaux bacheliers que vous avez reçus cette année? Donc, le nombre d'étudiants générés, c'est 9500 étudiants. Le nombre inscrits qui ont payé les frais d'inscription, nous avons exactement 8700. Très bien. Qui ont payé les frais d'inscription, c'est-à-dire qui sont inscrits définitivement. Donc, c'est bon, ils sont prêts à commencer l'année? Donc, bien sûr, il y a des gens qui sont des retardataires, il y a toujours des retardataires. Il y a toujours pour une raison ou une autre. Voilà, pour nous, les gens qui sont inscrits définitivement, c'est les gens qui ont payé les frais d'inscription. Donc, inscrits, généralement, il y a 9567. Et générés. Et inscrits définitivement, c'est 8560. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 8562 jusqu'à aujourd'hui. Donc, à plus de 90% quand même, ça va. Il y a toujours des retardataires. Mais les spécialités, nous avons 8 facultés, nous avons 20 départements. Nous avons 20 laboratoires de recherche, dans toutes les spécialités. Comme l'année passée, on a ouvert la spécialité exploitation des mines et production métallurgique. Oui. Les gens ne connaissent pas cette spécialité, mais cette spécialité, c'est la meilleure spécialité pour le moment. Et c'est l'avenir de la région. L'avenir de la région. C'est l'avenir de la région. Surtout avec l'ouverture de Gare Villette. Avec 5 ou 6 unités métallurgiques qui vont être construites à Villette. Donc, moi, je leur ai dit, il faut s'inscrire aux métallurgies. Parce que il faut réfléchir intelligemment, justement. Réfléchir intelligemment. Par la suite, ils vont dire pourquoi ils nous ramènent les gens d'Alger, pourquoi ils nous ramènent les gens d'Oran. Il faut avoir justement la formation adéquate. Moi, je vous dis en toute sincérité, les gens ne connaissent pas ce que ça veut dire production métallurgique. Ils vont avoir des usines où ils vont faire... Il y a 6 usines de production métallurgique qui vont être installées. Mais il n'y a pas... les gens, il y a 2 personnes qui ont demandé métallurgie cette année. C'est dommage. Ça, c'est dommage. 2 étudiants. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire métallurgie. Il faut
Ah ben, j'espère qu'on aura justement l'occasion de présenter ce genre de filières qui sont méconnues par la majorité de personnes. Je vous remercie pour toutes ces informations et d'avoir répondu à notre invitation. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce plateau. J'espère vous recevoir dans d'autres épisodes et en parler amplement justement de cette spécialité qui n'est pas encore connue. Ah ben, nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous retrouve juste après cette pause musicale pour retrouver notre prochain invité. Restez avec nous. سلام عليكم عم ضيوف سلام عليكم عم ضيوف سلام عليكم عم ضيوف سلام عليكم عم ضيوف ما قنيسيس بداري متغنيايو ما قنيسيس بداري متغنيايو مغنيسيس بداري مغنيايو مغنيسيس بداري مغنيايو سلام 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 عليكم عم ضيوف سلام عليكم عم ضيوف سلام عليكم عم ضيوف تشميت كراه النوم يريح لان زادوا هالنوم تشميت كراه النوم يريح لان زادوا هالنوم من تقواتيو كافون تكون يوم يلا يمدر تارقا يمدر نمو من تقواتيو كافون تكون يوم يلا يمدر تارقا يمدر نمو سلام 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 عليكم عم ضيوف
Bonjour, chers téléspectateurs, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Nous arrivons à notre 4e et dernier plateau. Et justement, comme c'est l'automne et c'est la saison des grippes et des allergies, eh ben, nous allons recevoir un médecin pneumophysiologue. Bonjour, docteur Aïchouch. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on va parler justement des allergies saisonnières. On a souvent tendance à confondre allergie, rhume, grippe. On a pratiquement les mêmes symptômes, surtout la toux. Alors, on va commencer par les définir et donner les symptômes justement de chacune. Merci. Concernant d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Merci d'avoir répondu. Concernant l'allergie saisonnière, elle est appelée autrement rhinite allergique saisonnière, ou même rhinoconjonctivite allergique saisonnière, toujours. On l'appelle autrement également la polynose. Généralement, les polynoses, c'est des maladies respiratoires hautes liées à une réponse excessive du système immunitaire face au pollen. Le pollen, c'est l'agent causal. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'il dit une rhinite allergique, par exemple, dit roulement nasal, démangeaisons, dit également une obstruction nasale, mal à la gorge. Oui, le fameux crochet de gorge. Voilà. Donc, le problème qui se pose maintenant, c'est la différence avec la grippe saisonnière, le rhume, parce que c'est la même saison pratiquement. Oui. Généralement, le contexte. Il y a d'abord le contexte. Je dis la rhinite saisonnière, c'est une maladie respiratoire liée à cette réponse excessive du système immunitaire, mais durant une période bien limitée et bien spécifique par un agent causal connu et spécifique, c'est le pollen. Ça diffère en fonction de la saison. Alors souvent c'est le printemps et l'automne. C'est à partir du printemps jusqu'à fin de l'automne. Donc il y a des pollens durant le printemps, c'est pratiquement les pollens d'arbres. Des pollens durant l'été, c'est généralement les graminées. Et enfin, l'automne, c'est les herbacées, les pollens d'herbes, les lamboisies en général. N'empêche qu'il y a aussi des allergies chroniques à longueur d'année. Les paires annuelles, c'est des agents causaux autres. Pas seulement le pollen. Par exemple, les acariens. Mais ça donne une allergie pérannuelle qui dure toute l'année. Mais spécifiquement, les saisons, c'est la rhinite saisonnière, c'est le pollen. Les symptômes, si je parle de symptômes, c'est pratiquement pas grand-chose. Pas grande différence avec la grippe. Là. La seule différence, c'est, j'ai dit, le contexte. Je parle également le contexte d'infection, on trouve toujours la fièvre. On trouve les signes généraux, non seulement la fièvre, mais aussi la fatigue. L'asthénie, l'asthénie profonde, la grippe. Et surtout post-Covid, tout le monde souffre de cette asthénie. Concernant cette symptomologie, elle fait la différence, mais généralement, les symptômes de la grippe ne dépassent pas les 5 jours. Mais comme c'est saisonnier pour la rhinite, donc c'est toute la saison, ça peut aller jusqu'à 3-4 mois. Et puis aussi une grippe mal soignée, ça peut avoir des séquelles. Et puis ça n'empêche pas que les malades qui ont une rhinite allergique peuvent attraper la grippe. Oui, c'est clair. C'est pas si c'est humain. Mais la différence là dépend, je dis bien, du contexte. Parce que si on connaît quelqu'un qui est allergique, d'abord, on commence par soupçonner l'allergie, c'est clair. Voilà, c'est clair. Mais il y a de la fièvre, il y a une fatigue intense, il y a des courbatures. Là, on parle de grippe implantée sur le problème initial qui est la rhinite saisonnière. Alors, justement, quand on se trompe de diagnostic, on se trompe aussi
d'automédication. Alors, on a tendance à favoriser l'automédication plutôt que d'avoir un avis médical spécialisé. Les gens ont pris l'habitude de prendre quelques produits comme ça, pharmaceutiques, sans demander avis. Ah ben voilà, entre sirop, comprimé, je ne sais pas, antibiotiques et tout ce qui en suit, parfois on ne fait qu'aggraver la situation. C'est sûr. Concernant je tire une petite intention, puisque vous parlez de ça. Concernant l'automédication, en ce qui concerne la grippe, c'est clair, on peut prendre des antipyrétiques, du paracétamol, quelques vitamines là, mais pendant une courte durée. Exactement. On ne dépasse pas les 3 jours. Sinon, on consulte le médecin. Parfois, on pose la question depuis combien de temps, le patient ne sait même pas. Voilà. Ben, à chaque fois que je tousse, à chaque fois que j'éternue, donc voilà, c'est peut-être une semaine, c'est peut-être 10 jours, c'est peut-être 3 semaines. Voilà. Et c'est là que ça devient grave. Mais ça pose problème dans l'allergie. Oui. Parce que fléonite allergique, certains patients prennent les antihistaminiques, les corticoïdes, de façon aléatoire. À volonté. À volonté, et aléatoire. Aléatoire, oui. Mais ça nous pose problème. Ça me pose problème la dans résistance la prise en charge auparavant, en fait, dans le court durée, mais aussi dans le moyen délai, parce que si le malade prend les antihistaminiques ou les corticoïdes parfois, de cette façon, il va poser un problème de résistance. Résistance, tout à fait. Donc, on connaît la corticorésistance. On connaît également que certains patients déclarent ou la réclament que certains produits ne sont plus efficaces, d'efficacité souhaitée. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin a le choix, mais le choix est très limité. Parce que pour avoir un seul antihistaminique, mieux que de prendre 2 ou 3, par exemple. Mais sinon, le problème qui se pose par la suite, c'est les complications. D'ailleurs, on pense que la prise d'antihistaminique radiatoire peut activer ou peut accélérer la survenue d'autres complications comme l'asthme. Exactement. Donc, toutefois, il est appelé de prendre l'avis du médecin. Parce que des fois même pour certains, on ne connaît pas. Je parle surtout de diagnostic. Comment faire le diagnostic de l'allergie, par exemple. C'est pour ça que j'ai dit déjà un mauvais diagnostic qui nous mène sur de fausses pistes, surtout en automédication. Et c'est là où c'est la catastrophe parce qu'on développe des résistances, on prend parfois des antibiotiques, je sais pas, des anti-antalgiques, la surinfection, c'est la première complication à redouter. Par exemple, certains patients partent d'une simple rhinite jusqu'à la sinusite. Exactement. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il doit donner des antibiotiques ou un arsenal thérapeutique bien défini ou qui peut prendre un bon moment. Oui, dans le temps. Oui. Alors qu'on peut prévenir ça par une simple attitude correcte et surtout limitée dans le temps avec, bien sûr, disons, un contrat entre patient et médecin. Favoriser aussi les recettes grand-mère. Autrefois, c'était une simple tisane, un petit truc comme ça. Et ça allait mieux. Maintenant, avec tous les médicaments qu'on prend, parfois ça prend plusieurs mois pour guérir. Bien sûr, mais le problème qui se pose maintenant, c'est le passage aux complications. Oui. Le diagnostic, quand un bon diagnostic se fait, donc le diagnostic... Ça nous évite le pire. Diagnostic, chez nous, c'est pratiquement tester la sensibilité. On sait maintenant, depuis le temps, on utilise les tests. C'est un geste simple. Mais est-ce qu'il est efficace, déjà, le test? Non, on ne parle pas d'efficacité parce qu'on parle de sûreté diagnostique. Oui. Parce que le prix de test, généralement, il y a des faux négatifs. Je suis d'accord, il y a des faux positifs, mais très souvent, dans 80%, il est efficace. Avec efficacité, entre guillemets. Entre guillemets. Parce que je pense que c'est des allergènes qui ne sont pas vraiment adaptés à la région, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. C'est des trucs qui ont été faits parfois dans l'Occident et qui ne sont pas forcément les mêmes facteurs. Mais quand même, l'allergène, c'est des molécules. Oui. Donc c'est pratiquement la même molécule.
Mais quand on n'a pas les mêmes implantations, on n'a pas les mêmes arbres, on n'a pas les mêmes... Par exemple, Alors, je déclenche un truc par rapport à un palmier, Voilà. c'est pas forcément ce qu'il y a dans le, Alors, dans le test. je vois le problème autrement. Oui. Parce qu'auparavant, notre région était pleinement riche de palmiers. Oui. Mais maintenant, l'olivier fait... Il a pris le dessus. Bien sûr, bien sûr. Parce que, C'est vrai. parce que pourquoi je pose le problème d'olivier? Parce que pratiquement chez nous, hein, en tant qu'allergologue, plus de 65 à 70% des cas d'allergie saisonnière sont liés au pollen olivier. Non. Vous avez compris? Oui, oui. Donc, Alors voilà, ça c'est une découverte. Là. bien sûr. Parce que là, on ne s'amuse pas à faire des free tests juste pour le plaisir savoir. de faire le test. Ouais. Non, parce qu'on connaît que ici, moi-même, j'ai une pollinose au pollen olivier. Mais parce que la conduite va, si on trouve par exemple le pollen positif, pollen olivier. Par exemple, là j'ai pris à titre d'exemple. Si on trouve par exemple un pollen spécifique, qu'est-ce qu'on pense? Ça aide la prise en charge, ça aide la prévention. Parce que on connaît Mais quelle est la conduite à tenir justement? Pardon. On connaît par exemple que le pollen olivier, c'est le pollen d'arbre, c'est pratiquement le printemps. Je dois prendre mes précautions avant le printemps, bien avant. Parce que je dois prendre ou entreprendre l'antihistaminique à l'avance. Voilà. Bien entendu. Et je peux le poursuivre juste après la fin de la saison. Parce que maintenant, la saison diffère. Ah oui. Il n'y a plus avec le printemps. Donc, vous voyez, le diagnostic des prick tests aide ou la oriente en quelque sorte la prise en charge par la suite. Surtout, je dis bien, la prise en charge de la pollinose, c'est surtout la prévention. Et la prévention repose là sur le test. Sur le traitement, sur le traitement antihistaminique. Test, traitement, conduite à tenir, voilà, précaution. Les prick tests, je dis bien, c'est un moyen d'orientation. Parce que regardez, certains posent toujours le problème de désensibilisation, la conduite à tenir, les vaccinations. Là, on pense que toujours. La désensibilisation reste une option thérapeutique. Ce n'est pas vraiment le traitement qui est formel et connu depuis X temps, mais la désensibilisation, c'est plutôt une option thérapeutique dont les formes sévères, mais elle doit remplir certaines conditions. Absolument. Alors, si on passe à la prévention, quand on parle de prévention, prévenir aussi des maladies thoraciques de manière générale. Alors, ça commence par une simple grippe, une simple allergie, et ça mène à un asthme. Comment faire justement pour éviter le pire? Merci. La conduite à tenir, généralement, c'est d'abord connaître l'agent causal. Tu connais ma maladie. C'est la prévention. Les étapes. C'est connaître ma maladie, connaître l'agent causal. La prévention va en dépendre. Par exemple, s'il y a une pollinose au pollen d'arbre, c'est clair, c'est le printemps, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas pratiquement toujours le cas. Souvent, les prick tests reviennent négatifs. Oui. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de l'allergie. Parce que c'est les symptômes. Alors là, le spécialiste va trancher. Parce que, pourquoi je dis le spécialiste va trancher? Parce que si je déclare une pollinose, je dois craindre par la suite les complications. À savoir l'asthme. Donc, j'entreprends un traitement préventif. Je choisis la saison, certaines d'hygiène de vie. L'hygiène de vie reste toujours un problème pour la pollinose. Mais pas comme dans les acariens, par exemple. Les acariens, la pollinose, on ne peut pas... Là, je pense que les acariens aussi, ça pose un problème dans notre région avec les vents de sable, avec les périodes de... Les acariens, c'est surtout la maison. Combattre les poussières, ce n'est pas toujours évident. Hein.
Et puis aussi la chaleur, parce qu'on s'enferme et on a plein de poussière à l'intérieur. On met en marche la climatisation, cet air conditionné qui ne change pas, il n'y a pas de lumière de soleil qui rentre, les stores tout le temps. Donc ça augmente la concentration de Tout à fait. D'acariens. Mais je reviens sur la polynose. Il ne reste pas beaucoup de temps, on va parler brièvement justement pour clôture. Oui, pour clôturer, Alex. Le problème qui se pose maintenant, c'est prévenir. Prévenir non seulement les symptômes, mais surtout prévenir les complications. Tout à fait. Pour les symptômes, je peux prendre une pulvérisation de corticoïdes inhalés, où ça devient une habitude. Et c'est devenu aussi habitude, surtout après le Covid, avec la prise de Ventoline et tout ce qui en suit. Voilà. Ah ben, je pense qu'on va réserver un autre plateau pour parler de tout ça. Je vous remercie pour toutes ces informations. J'ai été ravie de vous accueillir. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission de ce jeudi, le 2 octobre. J'ai été ravie de vous accompagner en direct de la station régionale de Béchar. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin et surtout les invités qui m'ont honoré de leur présence. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Au revoir.